Ben, en fait, ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre-là, c'est répondre à une question. Comment devient-on Fernand Daou? C'est un homme que tout le monde a vu à la télévision, dans des réunions syndicales, devant des grandes assemblées, dans des réunions politiques. Un homme qui a l'air distingué, très posé, très articulé, le langage châtié, jamais un juron. Il a l'air presque d'un aristocrate. Pourtant, il a été élevé dans un milieu populaire, un milieu très pauvre. Le faubourg Hamlas, le bas de la ville. Ça m'a sûrement marqué, ce milieu-là. Famille monoparentale, il faut le souligner. Ma mère est seule, elle a 3 enfants. Moi, je suis le plus jeune à faire vivre, elle doit travailler elle-même, reçoit peu ou pas de soutien de sa famille immédiate, là, son père, sa mère. C'est pas des gens très riches qui eux-mêmes connaissent des difficultés à ce moment-là. Alors, tout le monde se serre la ceinture. C'est la vie. C'est la réalité. Ma mère est couturière. Elle travaille au salaire dans des ateliers de couture. Je me souviens que à tout moment, puis à toute occasion, elle va travailler 3 mois, 6 mois dans tel atelier, puis à un moment donné, il y a des mises à pied, puis elle doit se chercher un autre travail. Alors, elle court les ateliers, surtout dans le bout de la rue Saint-Laurent, où il y a beaucoup d'ateliers en bas de Sherbrooke, jusqu'à Craig. Elle nous parle pas souvent du syndicat, bien qu'elle ait connu quelques représentants du syndicat des travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, comme on les a appelés par la suite. Elle est membre de ce syndicat-là. C'est pas une membre très active. Vous comprenez qu'elle est mère de famille de 3 enfants. Tout son temps est occupé à s'occuper de la petite famille. Puis, comme on a des difficultés à payer le loyer, on déménage à peu près à chaque année. Toujours dans le même coin de la ville, là, dans le bout de la rue Rachel, Frontenac, Delorimier, Sherbrooke, et puis dans ce coin-là de la ville. J'ai 10, 12, 13, 14 ans, 15 ans. Par la suite, évidemment, ça s'améliore quelque peu par toutes sortes de moyens. Là, j'entends, les études, c'est pas très coûteux. Puis moi, je travaille l'été, puis je travaille la semaine à porter ce qu'on appelait porter des ordres pour une épicerie ou pour de petits restaurants du coin. On demeurait à ce moment-là sur la rue Emery, c'est le bas de la ville. Porter des ordres, à pied. Un peu en vélo, mais surtout à pied. Pour payer les loyers qu'il fallait bien payer, on louait des chambres. On n'avait jamais plus que 1 ou 2 chambreurs en même temps. Et imaginez-vous, nous sommes montés tout près de la rue Sherbrooke, la terrasse Saint-Denis, qui avait comme nom auparavant la montée du Zouave. Moi, j'adorais ce nom-là, montée du Zouave. Imaginez-vous, un Zouave. Bon, il y avait un petit peu plus de place. On pouvait louer quelques chambres de plus. C'était très noir comme maison, parce qu'on était dans le bas. Alors, on n'avait pas beaucoup de soleil qui rentrait dans la maison. Mais ça, on s'en accommodait. Déjà à cette époque,
Il est déterminé, il veut apprendre, il s'intéresse à tout, il est curieux. Tout près de Saint-Denis, il découvre un quartier encore plus animé et ça le stimule davantage. Il y a la bibliothèque Saint-Sulpice à 2 pas de chez lui. Il commence à la fréquenter très jeune, il lit beaucoup. Et lorsque sa famille déménage ensuite à la montée du Zouave, là pour lui, il n'est pas question d'abandonner après l'école secondaire, il veut continuer. Sauf que survient un drame très grave. L'aîné de la famille, Paul-Émile, qui est en même temps soutien de famille, est tué dans un accident. La famille, tout à coup, se retrouve devant un grave problème financier. Ça pourrait compromettre les études de Fernand. Mais avec le soutien de sa mère, une femme très courageuse, et aussi avec tous les boulots qu'il entreprend lui-même, tous les boulots qu'il effectue, il a réussi à payer ses études. L'accès, c'était de faire des études classiques ou bien des études dans des écoles supérieures, comme l'école Le Plateau, c'en était une, dans le parc La Fontaine. Alors, voilà, j'ai continué la 9e année, la 10e année, la 11e année, puis la 12e année, pour aller par la suite à l'université. 2 ans à la faculté des sciences, enfin, mathématiques, physique, chimie, la faculté des sciences pures, comme on disait dans le temps. Et je trouvais ça bien aride. Ça l'est, de toute façon. Fernand Daou va se découvrir un intérêt très particulier pour le monde du travail, pour le syndicalisme. Et il doit ça au BIT, Bureau international du travail. Ça, c'est un organisme qui a été créé en 1919. C'est le premier organisme international et qui a la particularité d'être paritaire. On y trouve des représentants des travailleurs, des travailleuses, des représentants du monde patronal et des représentants des gouvernements. À ce moment-là, s'était tenu à l'Université de Montréal l'Assemblée annuelle du Bureau international du travail, qui est un organisme rattaché à l'Organisation internationale du travail. Des centaines de personnes sont là pendant une semaine de temps et vont aborder un tas de problèmes économiques, sociaux, les relations entre les syndicats et les employeurs. Je me dis, je devrais aller voir un peu ce qui se discute là-dedans, mais j'ai pas accès facilement. Il me fallait une carte de presse. Alors, il y avait un bureau de la presse. Je m'étais présenté à ce bureau-là. J'avais dit, je suis journaliste, reporter à l'Écho du bas du fleuve. L'Écho du bas du fleuve. J'inventais le nom, j'inventais le journal, les gens qui étaient là. C'était pas des gens du Québec. Ils me donnent une belle carte, l'Écho du bas du fleuve, Fernand Daou. Ça me permettait d'entrer puis de voir un peu ce qui se discutait. J'étais émerveillé. Ça m'a véritablement convaincu qu'il fallait que j'abandonne la science, je me suis inscrit en relations industrielles et j'étais attiré par ce type de formation-là à cause de la qualité des enseignants qu'on y retrouvait. Il y avait 2 pères jésuites qui étaient politisés dans une certaine mesure. Le père Bouvier et le père Cousineau. Le père Bouvier était l'aumônier d'organisations patronales, alors que le père Cousineau, lui, était aumônier des syndicats catholiques. Et eux, c'était vraiment les piliers de l'École des relations industrielles qui faisait partie du groupe des sciences sociales de l'Université de Montréal. Les deux étaient tout à fait opposés. Pour nous, c'était un véritable plaisir que de poser des questions à l'un et à l'autre et de mesurer, identifier, discuter des réponses. Nous autres, les élèves, imaginez-vous, on avait devant nous un représentant du patronat, un représentant des syndicats, qui n'étaient pas des représentants formels, mais l'enseignement qu'ils nous donnaient sur les phénomènes industriels, les réalités économiques, s'était orienté
coloré par des points de vue tout à fait opposés. Pour nous, c'était un véritable régal. Au moment où Fernand Daou fait ses études en relations industrielles à la fin des années 40, au Québec, il y a 3 grandes organisations syndicales. Il y a la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, qui deviendra la CSN plus tard, qui, comme son nom le dit, est d'origine catholique. Il y a les syndicats, les vieux syndicats de métier, les premiers qui ont été fondés au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et aussi les syndicats industriels. Des syndicats plus modernes, plus adaptés à la nouvelle réalité économique du monde industriel. Je me sentais véritablement attiré vers l'action syndicale plutôt que vers, je sais pas moi, les fonctions de relations industrielles traditionnelles dans les entreprises. On faisait des stages tout au long de nos études, des stages qui duraient pas longtemps, qui duraient quelques mois, et qui durait pas toute la semaine. C'était une journée ou deux ici et là. C'était très net dans mon esprit. Je souhaitais, à ce moment-là, travailler pour les syndicats. Le père Cousineau nous avait invités à l'accompagner, lui, puis en fait tous ceux qui étaient intéressés, à aller saluer les grévistes d'Asbestos, qui étaient membres de la CTCC. Lui, c'était une tâche qu'il s'était donnée, nous y étions allés. Ça m'a marqué quelque peu de faire le tour des lieux, comme on dit, rencontrer les grévistes, nous assembler les grévistes. J'avais fait un stage, entre autres, à la CTCC, où j'avais rencontré Alfred Charpentier, qui avait été président de la CTCC. Le sentiment que j'en avais, je trouvais que ça sentait la soutane là-dedans. Une drôle d'expression, parce que Alfred Charpentier lui-même était un bonhomme impressionnant, sans aucun doute, mais qui n'occupait plus de poste officiel dans la centrale. Et ceux que je voyais dans mon stage, je trouvais que ça faisait curer un peu, là. Remarquez que c'était pas un vieux fond d'anticléricalisme, c'était tout simplement une image que je me faisais de la CTCC. Parmi les individus qui venaient nous voir en relations industrielles, il y en avait eu quelques-uns comme Doc Lamoureux, qui représentait le syndicat des métallos, qui était venu nous parler pendant quelque temps de ses expériences syndicales, de son vécu syndical. Il y avait eu Roger Provost, qui lui aussi était venu nous faire état de ses perceptions, de cette réalité qui était la sienne. Doc Lamoureux, lui, c'était plutôt, bon, les mentionnés du syndicat des métallos. Provost, il s'occupait d'un tout petit syndicat, l'Union des ouvriers de la sacoche. En anglais, Montreal Pocketbook Workers Union. Ce tout petit syndicat était une succursale d'un plus grand syndicat qui, lui, s'occupait des chapeliers. L'Union des chapeliers, comme on les appelait dans le temps, qui faisait partie aux États-Unis de la grande centrale américaine AFL, American Federation of Labor, et au Canada, qui faisait partie, évidemment, de l'équivalent de l'AFL, du Congrès des métiers et du travail du Canada. Ce syndicat-là, il était dirigé par Maurice Silkoff. Et Provost travaillait pour lui à ce moment-là. Pour des gens comme moi qui voyaient ça de l'extérieur, qui lisaient les journaux, qui parlaient ici et là à des militants, il y avait une très grande différence. Le CIO, c'est Congress of Industrial Organization. C'était synonyme de militantisme. De la grande industrie aussi, le CIO était implanté dans des secteurs comme l'automobile, la métallurgie, et
regroupait tous les travailleurs d'une usine, puis essayait, dans le même secteur, de regrouper, évidemment, les travailleurs et les travailleuses, quand il y en avait, des mêmes secteurs. Pour nous, CIO, c'était militantisme. C'était Walter Reuther, un grand nom du syndicalisme nord-américain. C'était les travailleurs de l'automobile. L'autre grande centrale, c'était l'AFL, American Federation of Labor, la Fédération américaine du travail, qui était la plus ancienne des centrales syndicales américaines, la plus nombreuse aussi numériquement, historiquement bien développée. Ces deux organisations-là se sont fusionnées et sont devenues l'AFL-CIO. Un mariage de raisons, d'intérêts éminemment profitables pour les travailleurs qui appartenaient aux syndicats qui, eux, appartenaient à ces centrales-là. Fernand aimerait beaucoup travailler pour les syndicats industriels parce qu'il les admire. Cependant, il n'y trouve pas d'emploi. C'est plutôt du côté des unions de métiers qu'il va se diriger. Un de ses collègues de classe lui a dit qu'il avait entendu dire que Roger Provost cherchait quelqu'un. Or, Fernand connaissait Roger Provost puisqu'il l'avait vu dans les cours du père Cousineau. Provost m'avait dit, je pourrais pas te payer beaucoup, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai des billets de tramway. Tu pourras voyager en tramway. Puis je t'amènerai luncher. On allait manger dans des restaurants du coin, le Northeastern, puis des trucs comme ça, au Carré Philippe et sur la rue Sainte-Catherine. Alors, minimum, peu importe, mon intérêt, c'était de travailler dans le milieu syndical. Il y avait une caractéristique un peu comique. Ce syndicat-là, l'Union des ouvriers de la sacoche, était une création de l'Union des chapeliers. Les porte-paroles de l'Union des chapeliers portaient des chapeaux. C'était la marque de commerce du syndicat. Tu pouvais pas travailler pour les chapeliers sans que tu portes un chapeau. Alors, vous imaginez un gars d'une vingtaine d'années, en plein été, qui travaille pour l'Union des chapeliers et qui se trimballe avec un chapeau en plein mois de juillet, par des chaleurs incroyables. Il fallait que la marchandise qui était fabriquée par nos membres se retrouve sur nous. C'était le chapeau. André Thibodeau, mon copain, mon ami, avec qui je faisais des études, se trouve un endroit au Congrès canadien du travail, CCT. Les unions industrielles qui réunissaient sous son parapluie, si on veut, des syndicats américains du CIO et qui étaient venus au Canada et des syndicats canadiens qui étaient exclusivement canadiens. Alors, Thibodeau travaille pour eux, me fait venir quelques semaines, quelques mois après. J'ai un rendez-vous avec Philippe Vaillancourt, qui est le directeur québécois du syndicat. Je suis embauché, puis je commence à travailler à Montréal. Le Congrès canadien, c'est à l'échelle de tout le pays. Il ne faut pas oublier ça. Philippe Vaillancourt, c'est une petite équipe au Québec. Et moi, je fais partie de cette petite équipe-là. Je fais beaucoup de formation syndicale, du recrutement, de la négociation avec le Congrès canadien du travail. Au Québec, les syndicats industriels sont regroupés dans le Congrès canadien du travail. Mais le Congrès canadien du travail, c'est une centrale canadienne. C'est pas une institution, c'est pas une organisation provinciale ou québécoise. Les travailleurs membres de ces syndicats, les militants, les organisateurs, trouvent un peu difficile d'être représentés par une centrale canadienne et de ne pas avoir un outil de représentation québécois. C'est pourquoi ils décident de former, en 1952, la Fédération des unions industrielles du Québec. Il faut se rappeler qu'ils ont besoin d'un porte-parole fort pour faire face
au gouvernement de Duplessis, qui est l'un des gouvernements les plus anti-ouvriers qu'on ait connus dans l'histoire du Québec? Bon, en anglais, écoutez, les gens le parlent un peu, ou le parlent pas du tout. Alors, il fallait des structures pour les accueillir convenablement. La Fédération des unions industrielles du Québec, la FUIC, est créée. C'est pas un organisme hostile ou parallèle au CCT. C'est un organisme québécois qui a des liens avec l'organisme canadien par ses différents syndicats affiliés. C'est l'affirmation d'une réalité, la réalité québécoise francophone, à l'intérieur de structures syndicales pan-canadiennes. En dehors du Québec, la CTCC était inexistante à toute fin pratique, alors que les différents syndicats au CCT avaient des ramifications ou nord-américaines ou bien canadiennes, très rarement exclusivement québécoises à ma connaissance. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y avait des amitiés, sans aucun doute, mais des liens formels. C'était informel, c'était des copains, des camarades. Mais des grèves comme celle de Dupuis et Frères, qui était une grève tout de même imposante, importante pour le Québec, ça c'était la CTCC du temps. Nous y allions par solidarité, nous y allions faire du piquetage. Il y avait des rencontres, mais il n'y avait pas beaucoup de liens. En 1956 s'amorce la grande fusion du mouvement syndical nord-américain. Aux États-Unis, la AFL se fusionne avec le CIO, c'est la AFL-CIO. Au Canada, un an plus tard, le Congrès des métiers du travail du Canada se fusionne avec le Congrès canadien du travail pour former le CTC. Et au Québec, un an après, en 1958, c'est la Fédération des unions industrielles du Québec qui se fusionne avec la Fédération provinciale du travail du Québec. Et on a la FTQ. C'est un mariage de raisons. Ce clivage entre les deux familles va persister jusqu'au milieu des années 60 au sein de la FTQ. Alors, la famille des syndicats industriels plus progressistes, la famille des syndicats de métiers plus conservateurs, vont s'affronter. Le président de la FTQ, Roger Provost, décède en 1964. Il faut évidemment le remplacer. Il n'est pas question de convoquer un congrès extraordinaire ou spécial. Il va y avoir une période de transition. L'élection se fait, moi je me présente, Laberge se présente. Laberge est élu par une voix. Il devient président de la FTQ, élu par une instance jusqu'au prochain congrès général de la centrale qui se tiendra un peu plus tardivement. À la même réunion, je deviens vice-président de la FTQ. Et on attend le congrès suivant pour cimenter, préciser puis entériner cette décision-là. Au congrès 65, là, je suis battu par Gérard Rancourt au poste de secrétaire général. Gérard Rancourt, c'était un conseiller technique permanent d'un des nombreux syndicats de la FTQ. Il était, chez les travailleurs, amalgamé, quel nom? Amalgamé du vêtement et du textile. Cette centrale syndicale qu'est la FTQ regroupe de très nombreux syndicats, des centaines de sections locales, des courants très différents qui s'affrontent, s'expriment à l'intérieur de cette centrale-là. Alors, le président de la centrale, son secrétaire général et les autres dirigeants de la centrale doivent refléter inévitablement tous ces courants-là. Laberge et moi, on vient de deux centrales différentes, inévitablement. On vient de milieux différents. On a des points de vue qui s'expriment
par des affrontements. Bon, entendons-nous, là. Chacun donne son point de vue. Mais ça a beau être pas tout à fait des prises de bec, là. Il n'y a pas des affrontements à n'en plus finir au moment des réunions des organismes décisionnels, mais les orientations sont différentes. Sur le devenir du Québec, la langue, sur les grandes orientations politiques qui commencent à s'affirmer, là, on est en 64, là. Bon, 65, 66. Laberge est plus conservateur.